De vous retrouver en cette matinée, nous sommes le 11 février 2023, il est 8h, nous serons ensemble jusqu'à 9h30 et Mina Habet est déjà parmi nous. Bonjour Mina. Oui, on est le 11, oui bonjour. Oui, on est le 11, non, je suis en train de vérifier parce que je n'étais pas très sûre de la date. Tu as vu, ça passe tellement vite ça finalement. passe trop vite, je pensais que, ouais. Tu pensais que j'ai avancé encore les jours? Oui. J'ai bien vérifié que nous étions le 11. Eh ben, nous sommes le 11. Déjà. C'est vrai que ça passe très vite. Ça passe très vite, oui. Ça passe très très vite, effectivement. Et aujourd'hui, nous allons aller du côté de Ouargla, en compagnie de notre amie Farhat Mouzaoui, encore une fois, qui va choisir pour nous une thématique très intéressante. Et aussi ce matin, Mina, on entend beaucoup parler en ce moment tout ce qui est énergie positive, énergie négative, communiquer les énergies. Oui. Oui. Je ne suis pas très convaincue, mais oui. D'accord. Oui. Pourquoi pas, oui. Tu n'es pas très convaincue? Oui. D'accord. Non, c'est vrai. Il y a des personnes, tu parles des personnes. Voilà, par exemple. Oui, il y a des personnes qui dégagent une énergie positive, il y en a d'autres qui dégagent une énergie négative. Voilà, c'est vrai que lorsqu'on parle d'environnement extérieur, on parle de toutes ces personnes qui dégagent des énergies positives, d'autres négatives. Même des endroits aussi. Voilà, mais on parle aussi d'environnement interne, là où nous-mêmes, finalement, on se fait des croyances, on a un certain ancrage par rapport à certaines croyances et après on grandit avec et on pense que nous sommes capables ou pas capables de faire quelque chose et parfois bon, on arrive à dépasser le cap et parfois c'est vrai que c'est une véritable entrave pour avancer dans la vie et justement dans ce sens il y a plusieurs spécialités aujourd'hui thérapeutiques, on va mettre ça entre guillemets, qui accompagnent, j'ai envie de dire, les personnes à dépasser un petit peu toutes ces entraves qui sont liées un petit peu à notre vécu au quotidien, à nos croyances. Donc c'est un petit peu le coaching, on en parle beaucoup en ce moment. Ça reste dans la psychologie un petit peu. C'est vrai que c'est une branche. Hein. Lorsqu'on revient à l'histoire du coaching, c'est vrai que ça découle donc, de la psychothérapie, effectivement. Et justement, parmi nous, ce matin, nous recevons une praticienne, une spécialiste dans la méthode Clean. Donc, c'est une méthode qui, en fait, c'est le coaching de libération des empreintes émotionnelles négatives. Ça devrait être intéressant, ça. Hein. Compliqué, mais intéressant. Compliqué, mais intéressant. Eh bien, tu vas voir, elle va nous expliquer les choses, elle va vraiment faciliter, elle va vraiment vulgariser la pratique, voilà, d'une manière générale. Ce matin, Samira Hadjamar sera parmi nous et elle va nous parler d'un habit traditionnel qui fait partie intégrante du patrimoine matériel algérien. Il s'agit de quelque chose qu'on adore voir, hein, d'ailleurs, porté généralement par les hommes. En plein hiver, généralement au niveau des hauts plateaux. Voilà, je te donne des indices. Oui, c'est bon. C'est bon? Oui, je visualise un petit peu le... C'est le Kshabia et le Barnous. Voilà, Kshabia et le Barnous. Et tu sais quelle est la région qui est le plus connue par la confection? Non. C'est Djelfa. D'accord. C'est Djelfa dans une commune qui s'appelle Messaad. C'est vrai que c'est la commune qui est la plus réputée par la confection de l'Kshabia et aussi de l'Barnous. Mais c'est vraiment un habit qu'on retrouve pratiquement dans les quatre coins du pays, hein. Particulièrement dans les hauts plateaux parce que c'est là où il fait le plus froid. Exactement, et ça a même été un petit peu revisité par un jeune styliste qui a revisité le Kshabia aussi. Ah oui, j'imagine. Ouais. J'imagine. Mais c'est vrai que le Barnous aussi, il est porté par les mariés, hein, par les femmes mariées. Oui. N'est-ce pas, avec la broderie. Exactement. Voilà. Donc on le retrouve ça, c'est plus fin, ça. Voilà, ça, on retrouve aussi la version féminine, hein, de Barnous, mais je ne pense pas pour le Kshabia. Le Kshabia, c'est plus du là-bas. Non, voilà, qui n'a pas vraiment à voir avec J'en ai jamais vu, mais bon, voilà. Tout est possible. Hein. Mais c'est vrai que ça tient chaud. Hein. Ça tient chaud. C'est vrai que ça tient chaud. Vrai. Et nous terminerons l'émission en compagnie d'un... Alors, je ne sais pas si on va dire d'un artiste, d'un artisan. Alors, lui, c'est tout simplement quelqu'un qui donne vie au galet. Donc, il va tout simplement en bord de mer, il va ramasser. Je pense savoir qui c'est. Voilà, c'est vraiment une personne très connue, hein, parce que c'est vrai que c'est l'une des rares personnes qui ont vraiment investi, j'ai envie de dire, dans le fait de faire parler carrément les galets. Donc, il va juste tout simplement en bord de mer ramasser quelques galets et faire de magnifiques objets de décoration, mais aussi de tableaux de décoration. On en parlera dans un petit moment. Voilà pour le menu de cette matinée. Merci encore une fois à Amal Almi qui a préparé donc la feuille de route pour nous, mais sinon, il fera quel temps aujourd'hui? On le saura juste après le jingle. Oui, on va le savoir. Allez, à tout de suite. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معا
نصنع المستقبل. Et voilà, de retour sur le plateau. Il fait froid en ce moment. Bah, il fait froid. Bah, c'est l'hiver, s'il fait froid. C'est pratique. pour et tant mieux. Et Oui, tant tant mieux, surtout tant mieux. Alors il faut dire que nous sommes gâtés ces temps-ci par la pluie. Par la pluie, oui. Ça va continuer, Mina? Non. Non. Enfin, non, si on est à Alger, non. Mais dans les autres régions? Bon, un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu, d'accord. Mais sinon, tu nous donnes quelques détails? Oui. C'est à toi. Merci. Bonjour à tous. Excellent réveil. Eh bien, un petit peu de brume ce matin vers les régions intérieures avec un ciel passagèrement nuageux tout au long de la journée sur le centre et l'est du pays, voilé vers la partie ouest avec quelques pluies vers la Saoura, le sud-ouest, des pluies à partir de ce soir sur le Nord Sahara et les Oasis et puis partout ailleurs. On notera un ciel dégagé à partiellement voilé. Les températures de cet après-midi, on notera sur la moitié nord 15 degrés. Alger, Annaba, 18 degrés à Oran, Tlemcen, on notera 6 degrés à Al-Bayad et Nahama, 8 Djelfa, 12 degrés à Gardaya, 14 à Bachar, 15 Tindouf, 18 Adrar et Insalah et enfin 30 degrés pour l'extrême sud. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. On notera une mer agitée à l'ouest et au centre, peu agitée vers les côtes est avec des vents entre 30 et 50 km/h, vers les côtes ouest et centre et entre 10 et 30 km/h vers la partie est. On passe tout de suite à l'Europe pour cette journée. Et bien, on notera de la neige. Du côté de Moscou, Kiev, des pluies à Berlin, ciel passagèrement nuageux à Madrid, Lisbonne et Paris. Côté température, on notera 6 degrés à Istanbul, 1 degré seulement à Kiev, moins 2 à Moscou, 7 à Vienne, 9 à Paris, 14 à Rome et enfin 12 degrés à Madrid. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Voilà, donc finalement, stabilité? Oui. Dans l'ensemble? Oui. Mais ça reste quand Par même rapport à hier, avant-hier, oui. Ça reste encore température saisonnière et c'est tant mieux. C'est des températures d'hiver, exactement. Voilà, et c'est tant mieux. Merci beaucoup. Merci. Mina, bon café. À Merci. toi. Je le vois, il est là. Il est là. Bsahtek. Il te banne. Il te back, hein. Ouais. Bsahtek. Je vais rien te demander aujourd'hui. Bah écoute, Comme à chaque fois. Hein. t'as trop demandé. C'était le jour de mon anniversaire. Hein. J'attendrai avec impatience le prochain anniversaire. Dans 11 mois. Oh là là, Voilà, dans 11 un mois an, déjà. un an. Voilà, 11 dans mois. 11 mois, c'est déjà pas mal. Ça te dit d'aller du côté de Ouargla? Avec plaisir. Alors cette fois-ci, nous allons découvrir en compagnie de notre ami Farhat Mouzaoui les Qsour de Ouargla. Là, vraiment, c'est des Qsour à visiter. Hein. À visiter. Et C'est ce magnifique. qui est très intéressant, justement, c'est que ce sont des constructions qui défient carrément la météo. Hein. Donc, quand il fait froid à l'extérieur, à l'intérieur, il fait très bon. Il fait très bon tout au long de l'année. Quand il fait très chaud, il fait vraiment très bon à l'intérieur. Voilà, donc merci beaucoup, Mina. Merci. On se retrouve tout à l'heure pour la télévision du midi, après celui de 19h aussi. Mais cette fois-ci, nous vous invitons à aller du côté de Ouargla, accompagné de notre ami Farhat Mouzaoui. Et on se retrouve juste après. Bonjour Alger, bonjour à vous chers téléspectateurs depuis la station régionale de Ouargla. Aujourd'hui on parlera d'Qsour, une sorte de forteresse typique des régions du sud, et notamment Gardaya, Bachar, Adrar, Janet et Ouargla. Mais aujourd'hui on va parler d'Qsour de Ouargla. Avec nous notre honorable invité, monsieur Hafsi Mustafa, architecte et enseignant à l'université de Ouargla, qui va nous parler d'Qsour de Ouargla. Bonjour monsieur et bienvenue dans notre émission de Bonjour d'Algérie. Bonjour monsieur Farhat, donc je vous remercie de l'invitation dans votre plateau. Donc aujourd'hui, on va parler d'Qsour, comme vous l'avez dit. Donc je vous remercie, vous qui avez accepté notre invitation. Marhaba bik. Donc monsieur Hafsi, vous allez un petit peu nous parler de ces Qsour et surtout, quelle est la définition la plus appropriée au mot Qsar? Le Qsar, donc étymologiquement, c'est un terme arabe qui dit Qsar veut dire château. Oui. L'interprétation intégrale, c'est dans les dictionnaires arabes château. Oui. Mais les écrits arabes disent que l'Qsour vient du contenu Qasora. Qasora.
C'est-à-dire qu'il ne peut pas arriver à une chose. Pourquoi dire ça? Parce que les qsours sont fortifiés. Donc il y a les enceintes. Les gens qui sont à l'extérieur ne peuvent pas accéder à l'intérieur. Donc de cette image que devient la signification et la définition du qsar. Si, étymologiquement bien sûr, si on essaie de définir le qsar de point de vue composante, on va dire que le qsar, c'est des établissements humains implantés dans les régions désertiques ou sahariennes. C'est des établissements humains caractérisés par des fortifications. Donc, il y a des qsours fermés dont on trouve les enceintes et les portes. Chaque qsar a ses propres portes. Par exemple, le qsar de Ouergla a, depuis 1663, depuis la visite du voyageur marocain El-Ayachi, 7 portes. Donc, on porte 7 portes. Ouais. La première porte, c'est la porte du sultan, Bab Sultan. Ouais. La deuxième porte, c'est la porte Bab Azzi. Ouais. La troisième porte, c'est la porte Bab Amar. La quatrième porte, c'est Bab Arbi', Bab Raba'a, Bab Hamid. Donc, 7 portes. Chaque qsar donc comporte des portes et des issues. De secours. Voilà, des issues vers et de l'intérieur vers l'extérieur. Ouais. Donc, ces qsours, d'habitude, ils sont constitués de composantes sociales. Par exemple, les asha'ir, qaba'il. Donc, c'est des tribus. Oui. Cas du qsar de Ouergla. Donc, le qsar de Ouergla est partagé par 3 tribus. Oui. Les Bni Ibrahim, les Bni Waggin et les Bni Sissine. Oui. Donc, d'une façon générale, les qsours sont, c'est-à-dire habités d'origine par des tribus, oui. Cohabitant avec eux. Ils constituent des maisons. D'une maison, ces maisons forment un regroupement. Le regroupement forme un quartier. Les autres caractéristiques des qsours, c'est la relation avec l'architecture musulmane, c'est-à-dire l'existence de la mosquée, oui. L'existence de l'espace réservé pour les caravaniers. Oui. Donc, exemple, le souk. Le souk, dans le qsar de Ouergla, est dans un endroit central. Oui. Dans un endroit directement. Le souk est relié directement avec la porte. Mm-hmm. Exemple, la porte de Azzi, dite à l'époque porte de Gardaya. Oui. Parce que le marché, porte de Azzi, jusqu'à Gardaya, c'est le chemin emprunté par les caravaniers. Donc, c'est le chemin qui ramène les gens vers l'intérieur. Donc, le qsar a des caractéristiques du point de vue à urbanisme. C'est l'urbanisme musulman, c'est un peu le caractère social de l'intimité, parce que le qsar, c'est-à-dire, est composé de ruelles, de derbes et de placettes. Donc, même la typologie elle-même de la maison respecte le facteur intimité lié directement à la région. Et même le facteur climatique de la région, où il fait très très chaud. Oui. Donc même les matériaux utilisés dans la construction des maisons est adapté à ça. Donc ces établissements humains, tels que les qsours, sont implantés. Ils répondent parfaitement aux besoins climatiques. Oui. On sait bien que notre zone de l'ergue orientale est parsemée d'oasis, est parsemée de dunes de sable, une zone aride, une zone sec. Donc on vit dans un milieu très aride. On est obligé de s'adapter. L'adaptation répond de point de vue maison par les matériaux. C'est les matériaux qu'on trouve à côté. Dits matériaux locaux. Oui. Ces matériaux locaux tels que le timshmt et la pierre, avec ces 2 catégories, pierre dure et pierre tendre, Hajar Ouergla ou Germouda. Donc c'est des pierres qui répondent plus aux caractéristiques d'isolation thermique en formant des murs épais qui ne laissent pas pénétrer et passer
la chaleur d'un milieu à un autre. D'un milieu très chaud la journée vers l'intérieur qui devait être un endroit humide et un endroit qui répond favorablement favorable à la vie à l'intérieur, voilà. bien sûr. Donc, voilà, à Ouargla, il y a combien de qsor ici dans la région de Ouargla? Dans la région de Ouargla, soi-disant, donc, on peut l'intégrer dans le pays de l'Ouedmia, comme déjà le grand géographe émérité Marcotte définit bien les qsor de l'Ouedmia. Les qsor de l'Ouedmia, à partir de Ouargla, il y a Ajeja, il y a Chott, il y a Sidi Khouiled, il y a Rouissat. Historiquement, c'est des qsor. Mais ces jours-ci, le qsor de Rouissat et le qsor de Sidi Khouiled sont presque définitivement, presque totalement disparus. Voilà, disparus. Il y a tout près de nous, à 20 km, il y a le qsor de Ngoussa. On dit que le qsor de Ngoussa est le plus ancien et le plus ancien dans la région des Qsor. Donc, parlons d'ancienneté. Sa date de construction ou de réalisation remonte à combien d'années? Si on voit, c'est-à-dire l'architecture et l'urbanisme typologiquement dit d'Qsor, on voit que l'architecture et l'urbanisme d'Qsor se place dans l'architecture musulmane. Et si on revient en arrière, on peut dire que ces Qsor, c'est-à-dire ils ont commencé leur implantation dans la région. Je ne parle pas de l'être humain, parce que la région est ancienne de point de vue implantation humaine. Mais les Qsor, tels qu'on les voit aujourd'hui, peuvent être datés du 7e, 8e siècle. D'accord. Voilà. D'ailleurs, en parlant d'Qsor, on va voir un reportage nommé Ouargla vue du ciel que j'ai fait avec mon ami Islam Khoumgani. On va voir un petit peu l'Qsor de Ouargla et on revient juste après. Donc, on vient de voir un petit peu les Qsor de Ouargla et un petit peu les forteresses qui existaient autrefois ici à Ouargla. Qu'est-ce que vous en pensez c'est-à-dire les Qsor à nos jours sont plus les Qsor d'avant parce que tout a commencé à dégrader. Il y a
Il y a sûrement des parties qui restent debout, Oui. mais une grande partie commence à disparaître, bien sûr. On a vu l'Aqsar de Ngoussa, c'est un Aqsar parmi les Aqsars les plus anciens, encore vivant par son palmeraie, mais pas avec ses hommes parce qu'il est complètement vidé. Oui. Parce qu'il est complètement... C'est le problème. À côté, on trouve l'Aqsar de Ouergla, Qui est encore habité. Hein? Qui est encore habité. C'est le seul Voilà, Qsar encore habité, normalement. Voilà, c'est un peu parmi les minimes Qsars de la vallée de l'Ouedmia. Je ne dis pas la vallée de Mzab, parce que les Qsars de Mzab sont tous habités, presque tout habités, ils n'ont été jamais abandonnés. Oui. Donc, le Qsar de Ouergla, il fait un peu la différence parce qu'il est jusqu'à maintenant habité. Une population qui est estimée à 8000 habitants. Donc, c'est les derniers recensements. Il est estimé à 8000 habitants. Le Qsar de Ouergla, il est toujours habité pour des raisons. Pour des raisons, parce qu'il est centralisé, parce qu'il a son importance économique. Même pour le marché qui est... Voilà, la présence du marché qui crée une ambiance et qui attire les populations, non seulement de Ouergla, non seulement des zones environnantes, mais des villes tout à côté, telles que Hassim Saoud, El Hajira, El Aliya. Tous les gens viennent à Ouergla pour voir et visiter son marché. Oui. Donc c'est l'élément attractif qui participe à la durabilité de la vie dans ce Qsar. D'ailleurs, j'avais une question concernant ça. Est-ce que vous organisez un tourisme? Il y a toujours un tourisme culturel dans les régions du Sud. Qu'est-ce que vous faites pour faire découvrir ce patrimoine aux touristes? Tourisme, oui. C'est-à-dire, c'est important aujourd'hui parce que c'est la dimension économique du patrimoine. La dimension et l'approche économique, c'est-à-dire, il est pris en charge par le tourisme. Oui. Le tourisme, c'est une nécessité de faire vivre et de rendre la vie à Sirksor à travers la variante tourisme. Oui. On a vu la dernière fois l'expérience de la venue d'un groupe de visiteurs à Ouergla. C'était des gens qui étaient, c'est-à-dire attirés par le milieu, attirés par la population, attirés par les expositions organisées seulement du patrimoine, de la richesse du patrimoine immatériel et encore le patrimoine matériel. Parce que la présence, la coexistence de deux rites, malikites et ibadites, l'architecture des deux mosquées, malikites et ibadites, donc on dit bien que la mosquée malikite a été construite depuis 1229 avec son minaret qui persiste jusqu'à aujourd'hui. Sûrement qu'il a été rebâti à plusieurs reprises, mais il présente toujours une continuité historique du point de vue et l'élément architectural de la religion et l'influence de la religion sur l'architecture. Voilà. Donc, on peut dire que vous, comme architecte, vous êtes de Ouergla. Oui. Donc, quand vous voyez la dégradation des ressorts, ça fait un petit peu mal au cœur, non? Bien sûr. Et comment? C'est-à-dire, on est arrivé maintenant à un stade où même les citoyens, les gens qui occupent l'Aqsar, commencent à bâtir avec des matériaux nouveaux, avec du béton, sans autant penser à cet héritage qui est précieux et qu'on devait nous transmettre comme il nous a été déjà transmis par nos ancêtres. Nous devons le transmettre aux générations futures. Donc, la situation actuelle d'Aqsar, c'est-à-dire nécessite beaucoup d'efforts pour préserver ce patrimoine en cours de dégradation, une dégradation un peu accélérée et continue
avec le temps. Et surtout l'Oqsar d'Angoussa qui est complètement abandonné. L'Oqsar d'Angoussa, il est un peu dégradé, donc il faut prendre les mêmes précautions, les mêmes décisions de revitalisation et de restauration et de la façon la plus c'est-à-dire pour revivre, adaptée, voilà, c'est ça, à la plus adaptée pour rendre la vie et pour préserver et protéger ce patrimoine parce qu'il n'est pas protégé. Il n'est pas protégé du point de vue de l'homme et des intempéries. Chaque fois qu'il y a des pluies, il y a des averses, il y a des maisons qui tombent, il y a des murs qui sortent de la vie. Vous, comme architecte, monsieur Mustapha, est-ce que vous envisagez des campagnes de sensibilisation où vous informez les gens à la nécessité de préserver ce patrimoine-là? Donc ce patrimoine, c'est-à-dire de point de vue son importance, il a été classé en 5 mars 1996. Donc depuis 1996, que Soqsar a été classé patrimoine national. Oui. Donc tout le monde connaît bien que Soqsar habité représente quelque chose de mémoire, dans Ouargla et dans l'Algérie. En tant que membre ancien de l'association d'Iqsar pour la culture et l'islah, on a beaucoup fait avec des campagnes de sensibilisation, on a organisé des festivités, des journées d'études, des rencontres intérieures, extérieures et internationales ici à Ouargla pour mettre en envergure l'importance de ce patrimoine et la nécessité de le préserver. Et de le restaurer. De le restaurer. Il y a des opérations qui ont été, c'est-à-dire à l'intérieur, on a intervenu à l'intérieur, par exemple, la restauration des édifices à caractère culturel et religieux, tels que la réhabilitation et la restauration des mosquées, des zawiyas. Oui. Du point de vue aménagement, il y a l'opération de la réhabilitation des réseaux divers, tels que l'AOP, c'est une rénovation presque totale. Oui. L'eau potable, l'AOP, les eaux usées, l'assainissement, c'est toutes ces opérations dans le but de préserver et de laisser les gens habiter ce patrimoine encore avec les commodités que aujourd'hui l'homme a besoin. Oui. Donc concernant l'abandon un petit peu d'Iqsar, est-ce que c'est dû au manque des produits, comme vous nous l'avez dit, Timshamt et la pierre? Est-ce que c'est dû à ça ou comment vous expliquez cet abandon-là d'Iqsar? L'abondance d'Iqsar, à mon avis, est due à la vague de modernisme qui a envahi tout le monde. Tout le monde veut construire au moderne. Tout le monde veut avoir une villa, un logement. Non, peut-être sans relation avec ses origines. Même de point de vue typologie, on construit des maisons à couloir à la place d'une maison à Ouassdar qui reflète toutes les valeurs sociales. Oui. Donc aujourd'hui, les gens construisent, ce n'est pas une question de matériaux, parce que les matériaux, on peut les trouver. C'est des matériaux locaux. On peut les trouver, on peut les travailler à côté. Donc ce n'est pas une question, c'est une question de mentalité des gens. Oui. C'est les gens qui pensent que bâtir à l'extérieur d'Iqsar, même bâtir à l'intérieur d'Iqsar, mais avec un autre esprit. Oui. Un autre esprit du béton, esprit de balcon, esprit de grande ouverture vers l'extérieur, ce qui contradit la préservation et l'intégration architecturale, qui rentre en contradiction avec l'esprit du patrimoine xorien, l'esprit de l'architecture et de l'urbanisme xorien qui a ses caractéristiques, ses façons, ses typologies, ses savoir-faire, ses matériaux, ses techniques. Il y a toute une réflexion à l'intérieur. Mais aujourd'hui, malheureusement, les citoyens ne pensent pas que c'est
c'est nécessaire de garder c'est nécessaire de garder. ces Donc, il constructions. change complètement. Oui. Le style, il change complètement. La façon d'habiter, ce qui représente pour nous et pour les gens, c'est-à-dire un problème de changement de mentalité des gens et d'essayer de les convaincre de préserver ce patrimoine et cette chose qui représente quelque chose de... C'est bien dommage de voir ces ressorts abandonnés comme ça. On souhaite qu'il y aura un changement, Inch'Allah. Inch'Allah. Monsieur Mustapha Hafsi, je vous remercie déjà pour toutes ces informations et d'avoir accepté notre invitation. Quant à moi, chers téléspectateurs, je vous dis à très très bientôt pour d'autres émissions depuis la station régionale de Ouargla et je vous laisse avec cette danse folklorique de Cheikh Amran Laouad. أزرق ولد الحمام نكتب لك عنوان يا مرقوم الجنة باش بينك فيا برا بوصايتي تعلى في الميدان حين توصل بو علم رايس لولية أزرق ولد الحمام نكتب لك عنوان يا مرقوم الجنة باش بينك فيا برا بوصايتي تعلى في الميزان حين توصل بو علم رايس لولية وقل له مرسول جايتك من عند فلان خديمك عادفي وإلى دنيا تلقى راني وحيد من عامة الأقران اللي درته حبيب يا استهزاء بيا من نعطيه عسل يرجعوا لي قطران خيري يا نساه يعود ما الراس عدايا والازرق ولد الحمام اكتب لك عنوان يا مرقوم الجناح باش بيدك فيا برا بوصايتي تعلى في الميزان حيث توصل بو على مرايس اولياء قلبي فرق Et voilà, nous étions donc du côté de Ouargla où notre ami Farhat Mouzaoui nous a fait visiter les Qsour. Et cette fois-ci, nous allons remonter un peu plus haut, peut-être du côté des hauts plateaux, là où on retrouve beaucoup le Qashabia et le Barnous. Et c'est justement Samira Hadjamar qui nous en parle. Bonjour Samira. Bonjour Nour. Comment ça va? Très très bien. Très très bien. Bien que le Qashabia et le Barnous, on les retrouve partout, un peu partout, dans les quatre coins du pays, n'est-ce pas? Mais beaucoup dans les hauts plateaux. Pour le il fait Borno, très, je peux très te froid. dire qu'on peut le retrouver dans tout le pays Dans tout le et pays. Même à l'extérieur du pays. Hein. C'est quelque Même à chose, l'extérieur, oui, effectivement. qui est un peu répandu. Il y en a un peu partout. Là où il y a eu des Berbères en particulier, il y a eu Le Barnous. le Bornos. Et de tout temps, l'homme, de toute façon, on se l'a dit tout à l'heure, a Effectivement. cherché à se couvrir contre le froid avant l'invention des marques Du tissage, de vêtements. de vêtements, j'adore. Voilà, j'ai failli citer les marques de vêtements. Il y a Donc, de grandes marques de vêtements aussi qui font le Barnous? C'est les artisans, beaucoup plus. Écoute, là où tu trouves des capes faites de soie, de oui, satin, oui. tout ça, ça a une Bon, tu sais, origine moi, de quand tu Bornos. parles de Bornos, quand tu parles de cap, j'arrive à visualiser un petit peu toute la mode. Mais quand tu dis Bornos, c'est toujours le Bornos traditionnel qui me vient en tête. Je ne sais pas si c'est un ancrage, si c'est un... Mais c'est vraiment... En parlant d'ancrage, il semblerait que le Bornos ou le Abornos chez les Kabyles et même chez les Mozabites, Abidi aussi, on l'appelle aussi comme ça, trouve son origine dans un premier temps chez les Romains. D'accord. Si tu te rappelles les films Peplum, Ouais. là on voit les Romains, les soldats surtout. Les soldats romains. surtout, oui. On va le voir, on a une photo où il porte Voilà, on le voit. une cape, en général elle est rouge. Voilà. Et c'est la même que les Spahil, donc les soldats portaient aussi. Alors le Bornos en Algérie, il a plusieurs
Alors pour les Romains déjà, ils sont cités dans plusieurs ouvrages, plusieurs historiens. Et il y a aussi Léon l'Africain qui en a parlé. Il parle des peuples d'Afrique du Nord, donc romains du Nord, romains africains en fait, voilà. Et il parle des Berbères du Nord qui portaient une espèce de caban, de manteau fait avec une laine très dure en fait. Il n'y avait pas autant de technologie pour se couvrir contre le froid. Ibn Khaldoun, lors de son passage en Afrique du Nord, en Algérie en particulier, a parlé de gens qui, ashab al-baranes, donc ceux qui portaient un burnos. Donc dans les écrits, il existe énormément de sources qui racontent, qui parlent de ce vêtement traditionnel et relatif notamment aux berbères qui répandus sur toute l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord, c'est l'ancienne appellation de l'Algérie, en particulier, j'insiste. Voilà. Donc, c'est fait de quoi? Alors, pour chaque région, il y a un matériau particulier. Oui. On a une région très particulière qui, on va dire que c'est la marque déposée qualité pour le bornos fait de laine de chameau ou de duvet de chameau, de poils de chameau, on va dire. C'est la ville fantastique de Msaad. De Msaad, oui, voilà, effectivement, à Djelfa. À Djelfa, qui est vraiment connue. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent de la pure laine de chameau. On le voit, en général, c'est des bornos qui sont de couleur marron. Il est plutôt foncé. Alors, parfois, on retrouve le bornos quand les hommes... Alors, c'est un vêtement pour les hommes, les femmes le portent aussi, mais il est totalement différent. On le retrouve aussi, c'est pareil, dans toutes les régions d'Algérie. Généralement, ce sont les mariées qui le portent. Les harosettes, quand elles sortent, elles portent le bornos... Et même les hommes portent pendant la cérémonie de mariage, ils portent. La différence pour les hommes, la femme c'est de la soie, ça peut être du coton très raffiné, ça peut être du satin. Et généralement avec une broderie qui va avec. Une broderie, chez les Kabyles c'est des broderies avec des symboles, donc tamazir. Ici c'est avec parfois shbika, donc le crochet. Voilà, c'est ça. C'est on va dire, c'est un vêtement quand même de luxe, mais il est porté aussi par, on va dire, on le voit. Oui, on le voit. Non, mais là, c'est plutôt moderne, hein, celle qui porte l'archabia. Non, je parlais de bornos de celle qui porte le kanako, de la mariée. À Alger aussi, on retrouve le hayek. En fait, ça dépend. Mais en Kabylie, la femme sortait aussi avec un bornos sous le bras de son père. C'est très cérémonial, c'est très touchant. Le bornos aussi est utilisé pour les petits garçons au moment de la circoncision. Donc, c'est souvent brodé aussi avec des fils de soie. Ça, c'est l'archabia des petits. C'est très mignon. Alors, ce qu'on voit ici, à la différence des femmes qui portent le bornos, elle peut mettre un bijou et le retenir. Les hommes, c'est au niveau de la poitrine, de manière à ce que ils ne soient pas obligés de le porter comme les femmes, c'est-à-dire le hayek. Ils peuvent l'enfiler, ils peuvent l'enlever. Ça retient aussi la capuche, puisque la capuche, ils peuvent la mettre aussi. Et donc, il y a Saddar. Chez les Romains, ils mettaient une espèce de broche, je ne sais pas dans quel en métal, qui ressemblait beaucoup à leur blason, en fait, pour se protéger. Alors, il faut 7 jours pour réaliser une qshabia. 7 jours. 7 jours. Et 5 jours pour réaliser un bornos. C'est un rituel ou c'est la durée. On ne parle pas de la machine moderne. On parle des pauvres femmes, parce qu'en général, ce sont les femmes à la maison, au foyer, au-delà de leurs tâches ménagères, domestiques, quotidiennes. Elles prenaient le temps quand même de tisser. Donc, ça leur prend beaucoup de temps. Mais avant de tisser, donc d'aller sur le métier à tisser, elles allaient d'abord la récupérer, donc la collecter. Ensuite, elles ne faisaient pas la tonte. Récupérer la laine ou la laine. La laine ou le poil de chameau, donc tout dépend. En Kabylie, ils utilisent la laine de mouton. Chez les Ouled Naïl, c'est la région de l'Atlas saharien, Ouled Naïl. Du côté de Djelfa, l'Arwat, on retrouve aussi. En parlant de l'Arwat, il y a une très belle structure en marbre onyx qui est au musée d'Orsay. J'ai donné une photo à Amel.
Helmi, si elle veut bien la montrer. Certainement, on va la voir Elle dans est un très petit moment. jolie. Donc c'est une sculpture qui a été réalisée par Charles Cordier en 1856. Voilà, elle est très jolie. Donc pour te dire, là-bas aussi, alors what on utilise, ça peut être de la laine, ça peut être de la C'est ce que nous chair. sommes en train de voir. Exactement. C'est ça. Elle devrait revenir en Algérie, elle dit. Donc, on peut le faire aussi avec de la brebis, du mouton, du chameau, de la chèvre. On peut utiliser en fait toutes les laines possibles pour réaliser le barnous ou l'arshabia. Mais c'est un travail difficile. Alors même si les hommes s'occupent de la tonte, ce sont les femmes qui vont aller la laver, la trier et vraiment tu imagines, c'est des animaux qui vivent dans la nature, donc enlever toutes les impuretés, puis la filer pour enfin la tisser. C'est laborieux, c'est fatigant. Les femmes qui tissent, les tisseuses sont connues, elles ont la patience, elles ont vraiment la concentration, elles ont un savoir-faire. Et ce savoir-faire, il est relatif à l'Algérie, je vais dire à 99%. C'est-à-dire le bornos, c'est quelque chose qui est pratiquement algérien. On ne le retrouve pas ailleurs. Oui. Voilà. Donc, en Kabylie, il est fait de laine de mouton. De mouton. Il est blanc. Il est blanc cassé. généralement. On dit qu'il y a aussi le nouveau bornos qui est porté pour le marié le jour de son mariage. Toujours est-il que les hommes, quand ils ont un bornos, adulte j'entends, ils gardent ce bornos jusqu'à la tombe, on va dire. Oui. Même usé, ils le gardent. Alors avant, les hommes se couvraient avec, le mettaient. C'est vrai, pendant toute la période il faisait froid, mais c'est quelque chose qui était très utile au quotidien. Voilà, il servait à plein de choses. Et l'arshabia, c'est pareil. C'est pareil, effectivement. En fait, le barnos, rien que l'appellation, donc déjà, il est habit traditionnel, mais il fait partie intégrante dans le langage quotidien. Il fait partie intégrante dans le sens où il a une connotation très sociale. Quand on veut parler de mariage, par exemple, on parle de barnos. Ah ben oui. Par contre, je ne connais pas. Ah, tu ne connais pas, d'accord. Tu ne fréquentes pas beaucoup les mamies alors, hein? Les mamies, non. Ma grand-mère. Au fait, lorsqu'on rencontre comme ça des personnes, et quand on est célibataire par exemple, et on rencontre des personnes, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, hein, et quand on veut te donner da'wat al-khair, on va te dire Allah yajib lak barnous star. Eh ben oui. Voilà, j'ai envie de dire que ça fait aujourd'hui, ça représente tout ce langage, ça représente finalement toute cette culture qui est autour du mariage, le barnous aussi. Parce que justement, on le porte le jour il est pièce maîtresse le jour du mariage. Il est pièce maîtresse du jour du mariage. Oui. Il est pièce maîtresse quotidienne. Quotidienne, mais le jour du mariage, donc c'est pratiquement tous les hommes qui vont le porter. Et c'est pour ça qu'il a donné cette connotation un petit peu au mariage. Je trouve ça très joli dans le langage quotidien. Mais c'est aussi une protection. C'est une protection. Voilà. Oui, même du regard de l'autre, où on va dire c'est connu, la pudeur. Oui. Voilà, alors, c'est justement, ça confère une certaine noblesse et, par exemple, dans Tejmat, en Kabylie, le plus âgé du village, lorsqu'il réunit, on va dire, les villageois, il arrive avec son bornos et, ah oui, Algérie Post a sorti, c'est Sien Bahri qui a fait la peinture. Donc, la maquette. Oui, le dessin. Et... donc on le respecte, on ne parle pas en sa présence, c'est lui qui a le... Enfin, quand lui parle, le reste du village... Arshabia encore. Arshabia, oui. Voilà, ça c'était une série de timbres. Il y a eu toute une série de timbres qui a justement mis en valeur les différents habits traditionnels en Algérie. Justement, c'est une forme de protection, encore une fois, c'est une forme de promotion du patrimoine d'une manière générale. Oui, alors c'est très important. Oui. Parce que d'abord les timbres se collectionnent, se gardent. Les voyages. Et Algérie, les timbres voyagent aussi. Voyagent, ça transmet, c'est très joli, ça décore une enveloppe. Mais aussi, ils n'ont pas fait ça que pour Chabia, ils ont fait ça pratiquement pour les personnalités donc, algériennes. Ils ont fait ça pour le patrimoine matériel et immatériel. Ça contribue
dans tous les cas, et le costume traditionnel, ils en ont fait toute une série, On contribue. retrouve le blousa, Tout. on retrouve la Gandora, on retrouve la tenue Sirwal traditionnelle Douar, kabyle. voilà. Oui, tout, absolument tout. Ils l'ont fait pour la faune, la flore, mais c'est Oui. mondial, hein, c'est pas relatif qu'à l'Algérie. Mais nous, on a vraiment on a eu de très jolis Mais la timbres. particularité du timbre algérien, c'est qu'il ne timbrifie que ce qui est propre à l'Algérie. C'est ça la particularité de la philatélie algérienne. On en a fait pour les grands événements comme le Panaf, on en a fait pour les personnalités africaines qui ont toujours rapport avec qui ont l'Algérie. été soutenues. Toujours. L'Algérie de toute façon a toujours soutenu tous les, Voilà. donc la libération, l'indépendance de tous les pays africains. Amilcar le dit, hein, Alger c'est la Mecque des révolutionnaires et eux tous ont figuré. L'Algérie leur a rendu hommage. Petit hommage, mais très, très important ici, puisqu'ils ils font partie de l'histoire et de l'identité algérienne. C'est Ouais. indissociable. Voilà, le Bornos aussi. Donc le Bornos fait partie des tenues traditionnelles qu'il faut protéger et peut-être même inscrire, parce qu'il a duré, il a traversé tous les temps, il a existé. Il va encore durer. Il a hein. existé, je vais dire, depuis le néolithique. Il est sur des gravures qu'on retrouve donc dans la wilaya de le Bouakri. J'ai pas pu, on a du mal avec les photos à les distinguer. Il faudrait y aller pour faire un reportage à Oum voilà. Bouakri. À Sigus, c'est les gravures rupestres de Sigus. Il y en a à la Qalha, il y en a un peu partout en Algérie. Donc c'est quelque chose qui a existé de tout temps en Algérie. Il est relatif. Saint-Augustin en a parlé. Ouais. Alors en latin, c'est Birus. Les morts aussi, on a parlé. Il a décrit les morts aussi, Saint-Augustin. Bref, dans tous les écrits, on retrouve cette cape. Donc cette cape, ce bornos, et dans l'étymologie, s'est transformé avec le temps pour arriver aujourd'hui à Bornos et Burnous. Et longue vie au Bornos. Bien sûr. Et à Archabia Oui, aussi. Archabia. Voilà, merci beaucoup. Merci. Samira, encore une fois pour cette belle découverte. Merci On te beaucoup. retrouve la semaine prochaine. Oui, de l'Orwat, je serai à De l'Orwat, l'Orwat, Inch'Allah. voilà, On Inch'Allah, va parler donc, d'un des éléments du patrimoine culturel de l'Orwat. En attendant d'avoir un beau documentaire sur Oui, l'Orwat, Inch'Allah, n'est-ce 52. Inch'Allah, Inch'Allah, il n'y a pas de raison pour ceci. Merci beaucoup. Merci, Samira, on te dit bon voyage, tu prends la route demain. Inch'Allah. Voilà, bonne route à toi et on se retrouve la Merci, semaine Nour. prochaine pour une escale du côté de l'Orwat. De l'Orwat. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci, Samira, Nour. cette fois-ci, nous allons nous intéresser à le burn-out, ça te dit Oui, il est fréquent quand on il travaille est- beaucoup. Il et- est fréquent. Tu as déjà passé un épisode de burn-out Non. Non, alhamdoulilah. On a tous un peu de, Un peu, de mais- la fatigue, Voilà. mais il faut Alhamdoulilah. trouver une compensation. Oui, exactement. Au-delà En tout du cas, travail alhamdoulilah, si tu et n'as de pas la vécu famille. une période comme celle-ci. En tout cas, dans ce reportage, on s'intéresse au burn-out et surtout la prise en charge. Si jamais on passe par des périodes comme celle-ci, on se retrouve juste après. L'état de fatigue constant non soulagé par le repos, l'épuisement mental et émotionnel, le manque d'énergie, la surcharge ou le stress. Pensez au burn-out, autrement défini comme un épuisement professionnel. Le burn-out, on peut dire que c'est la fatigue intense, c'est l'épuisement professionnel. Surtout, on le trouve chez les patients, en fait, chez ceux qui sont très perfectionnistes ou bien enthousiastes, les gens qui donnent plus pour leur travail. Donc, en réalité, on peut dire aussi que le burn-out, on peut le trouver dans le milieu, pas que le milieu professionnel, mais par exemple dans notre vie personnelle et familiale. Si on donne tout le temps beaucoup, on peut arriver au burn-out. Si vous êtes épuisé et que vous ressentez une diminution dans vos engagements habituels, vous perdez goût de réaliser vos activités. L'inquiétude, l'anxiété font partie de votre quotidien. Vous souffrez d'insomnie et de migraine. Consultez. Une prise en charge médicale est indispensable. Parmi les symptômes du burn-out, c'est l'irritabilité, l'émotivité. C'est des gens qui sont toujours à fleur de peau, ils sont très irritables, qui sont très sensibles à leurs émotions. On trouve aussi des symptômes physiques comme la fatigue intense, des troubles du sommeil, de perte d'appétit, une perte de poids. Et tout ça, c'est suite à une fatigue qui est vraiment plus morale que mentale. Déjà, ça a commencé progressivement. C'était des journées où ça se passait mal, d'autres
qui était bien. Par la suite, ça a commencé à être de plus en plus fréquent et je me sentais très très mal, très mal au boulot. J'avais la boule au ventre, j'avais du mal à respirer, j'avais juste envie de partir, de quitter les lieux et de partir. Quand certains de ces signes deviennent chroniques, il est important de prendre des mesures, se détacher de sa source de stress et demander l'aide d'un professionnel. Une thérapie vous apprendra comment vous libérer du stress et à le prévenir. Ce qui est très dur, c'est que je sens que je suis dans un environnement très toxique. Je ne suis pas la seule à en souffrir au travail. Donc, c'est le stress du boulot que, on va dire, je ne sais pas si ça se dit, que je ramène à la maison et que ça se transmet. Que je transmets à tout le monde, tout mon entourage. Voilà. Justement, moi, ce que je vous propose, un accompagnement. Justement, c'est une période difficile de votre vie. On va commencer par prendre un congé. Votre cerveau a besoin de se reposer. Oui. Donc, on prendra un congé pour un moment et on verra aussi s'il n'y a pas de troubles associés pour essayer d'éliminer tout ça. Et à ce moment-là, on va commencer notre prise en charge pour éviter, désensibiliser déjà et de retraiter un petit peu le cerveau pour qu'il puisse refonctionner normalement. C'est un processus qui évolue dans le temps. On parle des conséquences d'un stress chronique. Le burn-out est un épuisement de notre organisme qui a une incidence sur notre équilibre psychologique. Et l'équilibre psychologique, on s'intéresse ce matin à travers une méthode, la méthode Clean. Une praticienne est parmi nous ce matin. Il s'agit de Siham Farhawi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Ça va, ça se passe bien? Ça va très bien, merci. Très bien, avec l'environnement toxique? On en parle beaucoup ces temps-ci. Absolument, nous on en parle beaucoup. Oui. Voilà, alors Siham, aujourd'hui, si tu es parmi nous, c'est justement pour évoquer cette méthode Clean. Donc la méthode Clean, en premier lieu, il s'agit de quoi? Alors, la méthode Clean, donc Clean, c'est quoi? C'est le coaching de libération des empreintes émotionnelles négatives. Donc, c'est une technique qui relève des neurosciences, qui va permettre à la personne de lever les sources de blocage. Et ces sources de blocage, elles viennent d'où? Donc, c'est des traumatismes que la personne a déjà vécu, ça peut être du stress, ça peut être de l'intimidation. Oui. Et la personne n'est pas consciente de toutes ces empreintes qui sont emmagasinées dans le mental et aussi dans le corps. Qu'est-ce qui fait finalement que la personne justement n'en soit pas consciente? Est-ce que le fait qu'elle en vive comme ça au quotidien et donc ça devient comme une seconde nature et donc on ne ressent pas la situation et c'est par la suite donc, que toutes ces complications surgissent finalement? En fait, la personne, elle ressent ces choses-là comme, elle va dire, c'est mon quotidien. Voilà. Je prends les choses comme elles sont, mais elle ne s'est jamais posé la question, mais d'où vient, comment je peux faire pour vivre mieux? Donc nous sommes dans l'acceptation finalement. C'est l'acceptation et c'est aussi le manque. Ces personnes-là ne savent pas qu'il existe aujourd'hui des techniques qui vont leur permettre d'arriver à un niveau d'épanouissement plus élevé. Donc épanouissement dans le travail, dans la vie privée, dans la vie de couple, dans l'éducation des enfants. Donc c'est un domaine qui, d'ailleurs, Clean s'inscrit dans le champ de l'intelligence émotionnelle. Donc aujourd'hui, on parle de plus en plus de l'intelligence émotionnelle. Et l'intelligence émotionnelle, c'est quoi? C'est la capacité d'une personne de maîtriser ses émotions. Maîtriser, c'est pas les contrôler, mais c'est les réguler. C'est que je ressens une émotion, qu'est-ce que j'en fais? Et à partir de là, la personne, quand elle arrive à ce niveau de conscience, elle va essayer donc de... comment dirais-je? Elle va se poser certaines questions. Elle va se dire, mais... donc on a deux situations en fait. Donc on ressent une émotion, on l'exprime tout de suite. Comment? Donc si on ressent de la colère, on éclate. Après, en général, on pleure, on casse quelque chose, on se dispute, on dit des choses blessantes. 2 minutes après, on le regrette. Oui. C'est la raison pour laquelle
aujourd'hui, on parle de cette maîtrise des émotions, de ses émotions et aussi les émotions des autres. Un peu, vous savez que le cerveau humain, comment il fonctionne, il y a plusieurs étapes. Donc, quand je ressens une émotion, donc c'est le cerveau reptilien. Donc, c'est pas le cerveau où il y a les capacités cognitives sont très faibles, presque inexistantes. Alors là, vous parlez un petit peu d'une expression d'une émotion, mais on va exprimer cette émotion de façon irréfléchie. Donc, on regrette par la suite. Connaît-il des personnes qui n'expriment pas finalement ces émotions et ils les étouffent au lieu de les réguler, comme vous l'avez dit? Alors, il y a une différence entre exprimer l'émotion à chaud et l'exprimer quand l'émotion refroidit. Oui. Donc la meilleure chose à faire, c'est exprimer l'émotion une fois refroidie. C'est-à-dire on va laisser le processus se faire, passer de l'émotion chaude, donc dès que je la ressens, il faut que le processus, il faut que l'émotion passe au refroidissement, donc elle passe au niveau frontal, donc le cerveau, la zone frontale, où on réfléchit aux mots qu'on va dire, à notre réaction, et là on peut exprimer l'émotion qu'on ressent. Par contre, si on laisse cette émotion, on ne l'exprime pas, elle reste donc dans la zone frontale au-delà de 21 jours. Si elle passe au-delà de 21 jours, là elle redescend dans la mémoire longue, où ça c'est un muscle très dur. Oui. C'est à partir de là que le malaise commence en fait. Et on ne ressent pas. Une fois qu'elle rentre dans la zone dure, c'est très très difficile d'effacer, on va dire, cette empreinte négative. Mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. D'ailleurs, justement, le clean est fait pour ça. Est fait pour ça, voilà. Bah oui. Donc, nous, les personnes qui viennent nous voir, c'est justement, elles ressentent, donc il y a ce malaise, mais elles ne savent pas comment faire évacuer, on va dire, cette émotion négative. Et à travers la technique clean, c'est qu'on on transforme l'émotion en sensation physique. Une fois qu'on arrive, donc c'est un travail, donc c'est un entretien, c'est des étapes à suivre. Une fois que la personne arrive à ressentir, à transformer en sensation physique cette émotion, on va l'évacuer du corps. Une fois évacuée, donc la personne est libérée, soulagée, et libérée, et elle peut, c'est-à-dire à partir de là, reprendre confiance en elle, trouver l'épanouissement au travail, c'est-à-dire la raison pour laquelle elle est venue nous voir, et puis ça prend entre 1 séance et 3 séances. C'est du cas par cas, encore une fois. C'est donc, effectivement, chacun son cas. Mais sinon, c'est une méthode qui est destinée à quelle catégorie de personnes? Est-ce que c'est vraiment... parce qu'aujourd'hui, il faut dire, nous vivons dans un environnement très stressant, très toxique parfois, et ça fait partie de notre quotidien. Même les enfants, aujourd'hui, ressentent le stress, probablement pas l'environnement, rien que les écrans, rien que les jeux vidéo, par exemple, peuvent finalement déclencher ce genre de stress. Donc, finalement, c'est une méthode qui est destinée à quelle catégorie de personnes? Alors, elle est destinée aux enfants, elle est destinée aux adultes, donc elle est destinée à toute personne qui ressent, qui a des blocages. Oui. Donc, il y a des sources de blocage dans sa vie. Un enfant, il ne peut pas forcément repérer ces sources de blocage, mais c'est les parents. Donc, c'est un suivi qui vont voir que son enfant a besoin d'être accompagné. Donc à partir de là, les parents viennent nous voir, mais la séance, elle se fait uniquement avec l'enfant. Voilà. Il y a aussi parfois des adultes qui viennent nous voir, des personnes qui viennent nous voir. Ils ne savent pas exactement où se trouvent. Donc ils ne font pas le lien entre le malaise au travail. Une personne qui vient nous voir pour nous dire, voilà, tous les matins quand j'arrive au travail, j'ai une boule d'angoisse. C'est tous les matins, je ne suis pas heureuse dans mon travail. Donc la question toute simple, mais pourquoi tu n'es pas heureuse? Tu ne t'entends pas avec ton supérieur, c'est les collègues et tout ça. C'est superficiel. On a l'impression que c'est une question d'environnement de travail. Et finalement, quand on commence à creuser, le problème, il est plus profond. Plus profond et qui n'a probablement rien à voir avec le ressenti actuel. Absolument. Il y a des enfants aussi qui viennent, qui n'arrivent pas à atteindre de bons résultats à l'école. Les parents pensent que c'est un problème de capacité intellectuelle. Et finalement, non. Là, on repart encore parler de l'intelligence émotionnelle. Non, en fait, c'est un manque d'intelligence émotionnelle.
L'intelligence émotionnelle, c'est pas seulement maîtriser ses émotions, mais c'est connaître ses points forts et ses points faibles, c'est connaître les points forts et les points faibles de nos amis, de nos camarades, de l'équipe de travail avec qui on travaille, pour qu'on puisse travailler en équipe, c'est pour qu'on puisse être leader, être manager plus tard. On a besoin de ce genre de compétences, entre parenthèses, qui ne sont pas des compétences intellectuelles, mais c'est des compétences émotionnelles. Parce qu'aujourd'hui, on parle de tout ce qui est intelligence sociale. L'intelligence sociale, c'est une personne qui sait s'adapter, qui sait parler aux autres. Et on utilise ça dans les techniques de vente, les techniques de négociation. Après, il y a d'autres facteurs qui rentrent, c'est les références cérébrales. Par exemple, vous êtes en face de moi, si je viens vous vendre un produit, je dois savoir comment vous parlez. Est-ce que vous êtes une personne qui réfléchit avec le cerveau droit ou le cerveau gauche? On a tendance à dire que les femmes réfléchissent avec le cerveau droit. Pourquoi? Parce que c'est les émotions, c'est la créativité, c'est la convivialité. Alors que les hommes, plutôt, c'est la rigueur, c'est les chiffres, c'est les démonstrations et tout. Alors que... ça reste un stéréotype finalement. Absolument, ça reste un stéréotype. Par contre, les dernières études ont montré que les femmes ont une meilleure capacité à Là, on me pose la question à moi si je suis droite ou gauche. Oui, finalement. D'accord. Et vous êtes finalement apparemment, je suis droite. Alors, les dernières études ont montré que les femmes... J'ai dû faire un test dans ce sens et ça a plutôt orienté vers cerveau droit. D'accord. Voilà. Et comme je disais, donc les dernières recherches ont montré que les femmes, utilisaient le cerveau, elles passent du gauche au droite-gauche. De droite à gauche. Alors que les hommes, ils utilisent, s'ils sont droites, s'ils réfléchissent avec le cerveau droit, ils montent et ils descendent. Alors que les femmes, elles montent, elles descendent, elles font aussi le lien entre le gauche et droite. C'est-à-dire que c'est exceptionnel. C'est ce qui explique probablement la multitâche des femmes. Absolument. Absolument. C'est ce qui explique cela. D'accord. Oui. Voilà, c'est vrai que c'est impressionnant de voir que les femmes sont multitâches aussi. Faire 36 000 choses à la fois et les faire bien. Surtout. Et les faire bien, tout à fait. Donc je reviens un petit peu à la méthode clean. Oui. Donc une fois on demande comment ça se passe la séance clean, on demande à la personne de revisualiser la situation de difficulté, ce qui lui fait mal. Revisualiser, revivre et ressentir, mais au présent. C'est-à-dire que nous, on est en train de parler avec cette personne et il faudrait que le cerveau soit en système automatique. Et on parle au subconscient. La personne, quand elle va s'exprimer, elle ne va pas dire « j'ai ressenti ». Elle ne parle pas au passé, elle parle au présent. Elle parle au présent, je ressens ceci, je ressens cela. Et quand elle va suivre les étapes du coach, je vous ai dit, dès lors que le but, c'est transformer les émotions en sensations physiques. Donc finalement, c'est un travail d'investigation, ce que vous faites. D'investigation, mais en fait, nous, contrairement à l'hypnose ou d'autres techniques, on ne rentre pas dans le trauma. C'est-à-dire, on ne cherche pas à savoir le comment et le pourquoi. Oui. Juste, on amène la personne à revivre ces choses-là au présent, et là, on évacue. Et de là, on évacue, c'est-à-dire on lève l'ancrage. Dès qu'on lève l'ancrage, l'empreinte émotionnelle négative, elle est libérée et on évacue on va dire la toxine qui est dans notre corps. Voilà. Alors justement, ça reste une thérapie à part entière finalement. Oui. Mais quelle est la différence entre la méthode clean et la psychothérapie? Alors, comme je vous disais, la psychothérapie, c'est le coach, il rentre dans le trauma. Et il essaye de comprendre comment et pourquoi est le passé. Et généralement, ça dure plus longtemps en psychothérapie. Ça dure plus longtemps, effectivement. Alors que le clean, ça dépend des personnes, ça peut se régler en une seule séance. Oui. Quand la personne, c'est-à-dire connaît bien, c'est-à-dire la situation de difficulté et l'empreinte émotionnelle qui l'empêche d'avancer, qui l'empêche d'atteindre ses objectifs, qui l'empêche d'être épanouie, d'être heureuse.
une fois, c'est-à-dire parfois aussi, il y a des personnes qui viennent et ils ont tellement de traumas, ils ont tellement d'empreintes négatives, ils veulent tout régler en même temps. On leur dit non, on commence par choisir un sujet, une situation de difficulté. Un objectif? Ça fonctionne pas. Non, par, on va dire par empreinte négative. D'accord. Voilà, parce qu'on va aller sur cette empreinte-là et travailler. Alors justement, parlant d'empreintes négatives, vous qui êtes en contact direct avec ces personnes donc, qui viennent se libérer, on va dire, de tous ces ancrages négatifs, de toutes ces empreintes, quelles sont les empreintes négatives qui reviennent le plus souvent? Alors, les empreintes négatives qui reviennent le plus souvent, c'est les croyances limitantes. Oui. C'est par exemple... ça, c'est terrible. Hein, ça, c'est terrible. Et ça vous colle toute votre vie. Oui. On vous a toujours dit, vous êtes nul, vous pouvez, voilà, tu es nul, tu peux jamais... Commence très jeune. Ça commence très jeune. Ça commence très jeune. Alors, 80% des cas, c'est des personnes qui ont eu, c'est de l'intimidation à l'école, c'est l'entourage. Parfois, c'est les parents qui sont tellement durs avec leurs enfants. Tu es nul, tu n'es pas capable de faire ça. En fait, on pense bien faire, hein, parce que les parents... On pense les booster. Voilà, les parents, c'est vrai que... C'est ce qu'on dit à chaque fois, hein, avoir un enfant, ça ne vient pas forcément avec un mode d'emploi. Et on apprend à éduquer avec les enfants, hein, finalement, et on pense bien faire, et finalement, on va complètement à côté. Hein. Absolument. On va à côté. Il y a aussi l'intimidation à l'école. Oui. L'intimidation à l'école, il y a beaucoup d'enfants. Les camarades, des enseignants aussi, absolument. Parfois. Oui, les enseignants. Maintenant, de moins en moins. De moins en moins que les enseignants, mais au niveau de les camarades, si. Énormément. Donc voilà, c'est généralement. Il y a puis le stress aussi au travail. Oui. Oui. Je rencontre énormément de cas. Et c'est des personnes qui disent j'ai du stress. Alors moi, je leur explique que le stress en lui-même, c'est pas ce qui va faire du mal à notre corps, parce que notre corps il est préparé. Oui. C'est une forme de défense, le stress. Absolument. Il y a le cortisol qui est là, donc et on est stressé, le corps tout de suite il sécrète cette hormone. Mais ce qui n'est pas bien, c'est le stress, la pérennisation du stress. Donc c'est pas normal qu'une personne vive le stress en permanence. C'est là où on arrive au burn-out, on arrive aux personnes où elle ne peut plus rien faire au travail. Et après, burn-out, dépression et tout ça. C'est pour ça qu'une fois, la personne, dès qu'elle commence à ressentir les premiers signes du burn-out, il faut absolument qu'elle... Comment les reconnaître justement, les premiers signes du burn-out? Les signes du burn-out, c'est que la personne commence à se laisser aller. Elle commence à accumuler du retard au travail, elle est plus performante, la performance elle baisse complètement, jusqu'à ce que il y avait les absences, elle va commencer à déposer les certificats, elle ne va plus aller au travail. Un malaise au quotidien. C'est le malaise, elle va vivre un malaise au quotidien. Et c'est pénible pour la personne, pénible pour l'entourage aussi. Donc, après, il y a des personnes qui s'en sortent toutes seules. Elles se trouvent... il y a des personnes aussi... Et ça, on revient à l'intelligence émotionnelle. C'est des personnes qui ont un degré d'intelligence élevé, qui arrivent à s'en sortir seules. C'est ce qu'on dit dans le quotidien, enfin, j'ai envie de dire dans le langage de tous les jours, avoir du caractère. Avoir du caractère et aussi, on appelle ça de l'intelligence intime. C'est la capacité de la personne de se motiver elle-même. C'est la capacité de la personne de rendre la vie plus agréable, de se dire aussi de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. C'est ça. Et ça relève de l'intelligence aussi. Voilà. Et justement, alors, maintenant que c'est vrai que la méthode, elle est là, mais est-ce qu'elle est répandue chez nous en Algérie ? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une méthode qui est quand même assez pratiquée et qui est connue ici en Algérie, afin que la personne puisse donc bénéficier de ces services? Alors, la méthode, elle est toute récente, donc même à l'étranger, elle commence à se faire connaître. En Algérie, pas encore. Comme je vous ai dit, je suis la seule praticienne clean en Algérie. Je fais partie de l'association Coach to Clean, qui est à l'étranger. Donc, c'est une plateforme téléphonique où les personnes appellent quand ils sont en détresse, les personnes qui ont besoin. Donc, on peut faire même un accompagnement à distance. Ça s'est développé lors de la pandémie. La pandémie, absolument. Voilà. Et là, aujourd'hui, en Algérie, elle n'est pas encore connue, la méthode, mais ce qu'on peut faire,
plutôt, on a un objectif avec l'association, c'est peut-être faire une plateforme aussi en Algérie. Inch'Allah, c'est ce qu'on espère. Inch'Allah, et puis Inch'Allah, il y aura d'autres coachs clean en Algérie, parce que il y a du travail pour tout le monde, et c'est une méthode noble. Donc, c'est vrai. Ah oui. Et elle nécessite pas beaucoup de séances, elle nécessite pas beaucoup de moyens. Voilà. Alors, on vient de me dire à la passée que vous êtes architecte de formation. Absolument. Finalement. Absolument, je suis architecte de formation. Donc, oui. Pour arriver à la méthode clean et être coach, donc ça requiert des compétences particulières, probablement en psychologie, ou ce sont des compétences qu'on peut acquérir par la suite? C'est des compétences qu'on peut acquérir par la suite. En fait, moi, j'ai deux casquettes, une casquette technique, donc je suis architecte et je suis chef d'entreprise dans le domaine du bâtiment. Et je suis coach de vie et professionnel. Je suis coach spécialisé en motivation et la conduite du changement. D'accord. Donc c'est ma passion envers les neurosciences qui a fait que j'ai fait plusieurs formations dans le développement personnel. Dans le développement personnel, voilà. En tout cas, on vous souhaite très très belle continuation. Merci Ça a beaucoup. été un plaisir de vous avoir sur votre plateau. Merci beaucoup. Donc je rappelle, Siham Farhaoui, vous êtes praticienne clean, donc coach de libération des compétences émotionnelles négatives. Merci beaucoup. Merci. Très très belle continuation. Merci. Cette fois, nous allons aller du côté, nous allons découvrir une très très belle exposition itinérante. C'est la Mia Boudbouda qui s'intéresse à 60 ans d'art pictural à travers ce reportage. On se retrouve juste après. 60 ans de création picturale algérienne, ça se fête. Le ministère de la Culture et l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel ont réuni les œuvres de 63 artistes visuels algériens dans une exposition collective à la Galerie permanente des artistes Beya au Palais de la Culture. ضمن المعرض 63 لوحة ل 63 فنان والجميل في المعرض أنه راح يكون متنقل راح يجوب 9 ولايات من الوطن. المعرض كان مقياس اللوحات كان فورما كاري سي 1 متر 20 سي 1 متر 20 وكان مزيج بين الفنانين المدرسة القديمة والمدرسة الجديدة ويضم أيضا فنانين عصاميين بالإضافة إلى مصورين فوتوغرافيين وكان المعرض مزيج من مختلف المدارس. L'événement présente 63 œuvres en mettant l'accent sur l'évolution de la création artistique picturale algérienne. Des artistes et photographes aux talents confirmés et reconnus et d'autres sont au début de leur parcours et à découvrir à l'exemple de Mihoub Hajar. Je suis artiste issue des Beaux-Arts d'Alger et voilà, j'étais de passage et j'ai découvert cette expo qui est vraiment magnifique. Et effectivement, il y a beaucoup de tableaux, il y a beaucoup de techniques différentes, d'inspirations différentes. On voit que voilà, il y a un très bon niveau d'art. Et en fait, le tableau qui m'a le plus attiré, moi, c'est celui qui est derrière moi, c'est du thé à la table des lauréats, parce qu'on voit que ça raconte vraiment une histoire vécue. Et même la technique au couteau m'a beaucoup plu. Et voilà. Un deuxième tableau aussi, vous m'avez dit, c'est l'arrivée. C'est l'arrivée, je pense à ردايا ou à Boussaada, qui est aussi un très très beau tableau et une belle technique de lumière. Venant de plusieurs villes d'Algérie et issus de différentes générations et dans différents styles de création de l'art plastique algérien, ces œuvres dénotent de la richesse du patrimoine culturel algérien, à l'exemple de l'œuvre de Serrah Nedjoua intitulée Amnadjer. Le signe puisé dans le patrimoine iconographique algérien se décline dans l'œuvre de Nourdine Tabarha, nommée Empreinte éternelle, et dans l'œuvre L'inachevé de Karim Sergoua. L'exposition compte une touche de pop art, street art, de la calligraphie et de la photographie, ainsi que des installations artistiques comme celle de Azoug Mohamed, nommée Circuit artistique. L'exposition sillonnera 9 wilayas, à savoir Tlemcen, Béchar, Mascara, Mostaganem, Larouat, Tizi Ouzou, Msila, Mila et Skikda. Soyez au rendez-vous de l'art dans toute sa dimension.
Voilà, c'était 60 ans d'art pictural et c'est Lamia Boudbouda qui s'est intéressée à cette exposition itinérante. Vous la retrouverez donc très prochainement du côté de vos wilayas respectives. Et cette fois-ci, nous allons toujours nous intéresser à l'art, mais vraiment à donner carrément vie au galet et aussi ce que la nature nous donne à travers un passionné. Il s'agit donc de M. Falil Atroun. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Quel plaisir de vous retrouver. C'est réciproque. J'espère que nous allons transmettre de très bons messages à nos enfants et aux grands-enfants. Certainement. Alors, M. Atroun, on sait que vous avez un rapport très particulier au galet, n'est-ce pas? Galet, la nature est pratiquement tout ce qui est au bord de la mer. Tout ce qui est au bord de la mer. Voilà, le tesson, le coquillage, le bois flotté, tout ça, je le rapporte en mariage avec la nature brute. Donc j'essaye tout simplement de m'adresser aux enfants de 5 à 10 ans et de 11 ans et plus. Parce qu'ils sont tellement virtuels maintenant, nos enfants sont tellement virtuels que c'est d'addiction à Internet. Donc j'essaie de marier justement la technologie d'aujourd'hui avec la nature brute, de façon à demander à nos enfants de faire une pause et de venir un petit peu vers moi et de leur montrer tout ce que peut nous donner la nature, tout ce qu'ils peuvent réaliser avec la nature. Donc c'est tout ce que vous voyez ici. Alors justement, là, on va peut-être commencer par ce tableau qui est très 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 expressif. Je ne sais pas, là, je vois une classe. Voilà. N'est-ce pas? Voilà, c'est ce que j'essaie justement d'expliquer avec 3 fois rien, des petits galets, des petits trucs de rien du tout, nous pouvons réaliser, et surtout, l'enfant pourra réaliser lui-même sa propre planche, sa propre œuvre, en ramassant tout simplement des choses simples, les éléments naturels qui sont en montagne ou pratiquement devant les galets. Alors, M. Atroun, il faut dire que ce sont des pierres que vous retrouvez comme ça à l'état naturel, à l'état brut. Donc, il n'y a pas de taille, il n'y a pas un travail qui se fait sur le galet. Il est carrément utilisé tel quel. Tel quel. En ajoutant juste des petits, disons, un petit peu de vernis par-ci ou de la colle par-là. Disons, c'est des éléments tout simplement à la portée de tout le monde. Mais sinon, ça reste quand même un travail de recherche, hein, parce que il faut retrouver les pièces qui vont ensemble, il faut donner une harmonie, créer un personnage, créer quand même un message. Au fait, j'ai mis en place des ateliers pédagogiques. Oui. Un atelier pédagogique, au fait, c'est quoi? C'est exactement comme ce que nous avons ici, c'est-à-dire une table avec des éléments naturels, c'est-à-dire le galet, le bois flotté, le coquillage. Ça, c'est quoi? C'est le khaloub, non? Non, c'est juste, disons, les graines que l'arbre jette. D'accord. Voilà, donc l'arbre il jette ça, ce sont des graines. Il y a aussi d'autres. Il y a pas mal d'éléments tout à fait naturels qui sont donnés par la nature elle-même. Oui. Et là, nous les utilisons. En fait, c'est pour montrer à l'enfant qu'il peut créer des choses à partir des éléments naturels et réaliser sa propre œuvre. Donc, ce que je disais tout à l'heure à propos d'un atelier pédagogique, c'est au fait, c'est de mettre des planches, des kits, je réalise des kits, et je les donne aux enfants de façon à ce qu'ils puissent utiliser les termes qu'ils connaissent, copier, coller. D'accord. Après, au bout d'un certain moment, dès qu'il aura compris l'astuce comment utiliser les éléments naturels sur des planches, et à ce moment-là, je pourrais lui demander effectivement de partir sur un fond blanc et de faire ce que vous avez dans les mains et de réaliser lui-même sa propre. La répercussion, c'est quoi? Au fait, lorsqu'il va ramasser lui-même les éléments et il va réaliser une planche. Donc demain, cette même personne, cet enfant-là, ce grand enfant, pourra tout simplement préserver l'environnement, préserver la nature, et il se dira demain, lorsqu'il ira à la plage, il trouvera, disons tout simplement, tiens, ce galet, je pourrais faire quelque chose, ce petit bout de bois, je pourrais faire quelque chose. Et justement, Monsieur Atroun, là, j'ai un autre tableau entre les mains qui est très intéressant. Ça reste quand même à base de photos, à base d'images, donc carrément donner du relief à l'image, n'est-ce pas? Là,
là, je m'adresse pratiquement à la deuxième catégorie d'enfants, c'est-à-dire de 12 ans et plus. D'accord. Là, c'est la répartition du kit, c'est entre 4 thèmes. Les us et coutumes. Oui. Ça, c'est pour créer tout simplement des passerelles et un pont entre moi-même et un passé récent pour mes grands-parents, et de montrer aux enfants comment nous avons grandi, comment nos grands-parents ont vécu ces moments-là. C'est donc en prenant ces belles photos réalistes, concrètes, vraies, et comme ça reste des enfants, ça reste des photos, j'aimerais bien que les enfants puissent ajouter un petit quelque chose. Oui. Un petit brin par-ci, un petit galet par-là, et ça devient, comme vous dites, en 3D. Donc il doit réaliser une œuvre en 3D. Et en plus, il va rentrer à l'intérieur de cette œuvre et comprendre comment que nous faisons de l'huile, comment on fait, disons, le lait, enfin, toutes les us et coutumes dans le temps, comment. Et c'est lui-même qui va donc réaliser cette planche. Le côté thème, cité monument, notre Algérie est tellement grande que nous pourrons faire voyager à travers les planches que je réalise de Tipaza, de Tipaza, voilà, de Tipaza à Mansoura, de Mansoura à... Donc ça, ce sont des planches que vous imprimez ainsi. Voilà. Vous mettez à disposition. À la disposition. Ah, voilà. Donc on voit de très très belles images des ateliers que vous faites. Donc là, ce sont des expositions, mais on a vu quelques-unes. Voilà les us et coutumes. Voilà les cités monuments. Nous les voyons. Ah, ça, donc à ce moment-là, les enfants peuvent voyager aussi avec moi à travers l'Algérie et découvrir cette Algérie et réaliser lui-même cet endroit. Retravailler. Et il Tipaza, Constantine, le pont de Constantine, Mansoura, du côté de Là, on peut aller loin. Hein. Donc, je ne sais pas si on peut revenir, s'il vous plaît, à la régie, à la dernière photo que nous étions en train de voir, mais c'est carrément créer des objets. Voilà, ça c'est Bjaya. Ça c'est bien, vous voyez. Donc on a une espèce en droite des carrément, nous voyons la mer qui est descendue, le chemin, on a envie vraiment d'aller vers cette allée-là. Donc c'est ça que je fais voyager. C'est l'enfant, je le fais voyager à l'intérieur de cette image-là, qu'il pourra réaliser lui-même. Donc on peut, à travers les cités monuments, faire le tour d'Algérie, à travers toutes ces planches-là. Et surtout, encore une fois de plus, je le dis, je le répète, l'enfant pourra toucher la matière. Oui, voilà. Et justement, j'allais vous poser la question par rapport aux enfants, M. Atron. Donc les enfants touchent la matière. Donc là, ils sont en train de faire quelque chose qui ne ressemble pas forcément à leur quotidien. Parce qu'aujourd'hui, nos enfants, c'est un petit peu la réalité de tous, hein, trop virtuel. Donc même si on touche à quelque chose, c'est peut-être quelque chose qui a probablement un rapport direct avec l'école. Mais toucher quelque chose qu'ils ne retrouvent pas forcément dans leur quotidien, c'est quelque chose de nouveau pour eux. Donc j'imagine, M. Atron, les enfants nous impressionnent. Vous savez, par leur créativité. Très impressionnant. Moi, je pourrais vous dire encore mieux, parce que l'enfant, on ne lui apprend rien concernant la nature. Il voit ça tous les jours, le galet, le bois flotté, mais dès que vous le mettez en contact. C'est la nature qui l'aspire, c'est la nature qui le fait bouger. Donc, vous savez, tous les sens commencent à bouger. Donc, il y a le côté, les yeux, pour choisir la couleur, la forme, le toucher, la prendre et la mettre là où il faut. Donc, il y a tous les sens qui vont se mettre en place. Justement, là, on les voit complètement concentrés. Oui, ils sont vraiment très concentrés. Parce que là, ils sortent de l'école, hein, M. Atron. Ils sortent de l'école, ils viennent directement vous voir. Donc, ce qui est intéressant dans ces ateliers pédagogiques, nous pouvons les mettre, nous pouvons les faire à l'intérieur comme à l'extérieur. Effectivement. Et encore, je vous le dirais encore mieux, certaines écoles peuvent même organiser, et il y en a certaines qui organisent des sorties
Donc vous demandez à l'enfant de revenir avec un coquillage, de revenir avec les galets, de revenir avec flotter, de revenir avec tout ce que nous sommes en train de voir là, les éléments de la nature. Et une fois qu'arrivé à l'école, lorsque nous organisons l'atelier pédagogique, c'est avec les mêmes éléments qu'il doit rapporter lui-même qu'il pourra réaliser sa planche. Donc vous voyez, l'impact est grand. Oui. L'impact est grand, c'est-à-dire que l'enfant pourra nous donner demain, Inch'Allah, préserver la nature, découvrir la nature, l'environnement, donner un grand respect à cette nature qui nous entoure, et il pourra, comment dirais-je, faire sortir le côté caché, c'est-à-dire le côté artistique, le côté... demain, il pourra faire un métier qui va aller vers l'environnement ou l'architecture. Vous savez, toutes ces choses-là bouillonnent en nous-mêmes. Il suffit tout simplement de donner un petit coup de pouce. Voilà. Et l'enfant, il pourra pratiquement nous donner beaucoup de choses à travers la nature elle-même. J'ai fait même des écoles pour enfants dysphasiques. D'accord. Vous savez, au départ... Il faut dire que les enfants dysphasiques sont très manuels. Hein. Ah oui. Ils sont très manuels. On a assisté à de très belles expositions de peinture sur verre, de poterie, et le résultat est complètement fascinant et gracieux. Lorsqu'on m'a invité la première fois, je me suis dit, comment vais-je m'exprimer avec ces enfants? Et une fois que je leur ai expliqué, je vous assure que je suis resté étonné. Étonné parce qu'il y a un double handicap là-dedans. Il y a l'handicap de ne pas s'exprimer d'abord, et puis des fois un handicap physique avec. Mais lorsque vous voyez un enfant avec tout ça, il arrive à aller chercher l'élément qu'il faut, celui exact, et de le prendre et de le mettre sur la planche qu'il faut. Et au bout d'un certain moment, il vous étonne parce qu'il a réalisé, rien qu'avec une énergie terrible qu'il fait ressortir, la planche, c'est impressionnant des fois. Impressionnant, oui. Et là, je le dis, je le répète, aller vers des institutions, parce qu'elles existent, c'est-à-dire les maisons de jeunes, les maisons de la culture, les établissements scolaires, le ministère de l'Environnement qui a déjà des structures existantes. Et tout ça, j'ai fait le tour de tous ces endroits. Et je vous assure que nous faisons tout le temps des découvertes et un contact passionnant avec les enfants. Ils n'attendent que ça, nos enfants. Ils n'attendent que ça, effectivement. Ils n'attendent que l'occasion pour s'exprimer. Ils ont besoin de s'exprimer. Ils ont besoin. Et là, ce que j'essaie justement d'attirer l'attention de nos responsables, c'est on n'a pas besoin d'investissement, il est là. C'est-à-dire les structures existent, les hommes et femmes existent. La mer existe. La nature, elle est là. Donc on ne demande pas grand-chose pour mettre en place cette structure. J'ai déposé un projet pilote au niveau de la wilaya, de façon à ce qu'on puisse mettre en place ce que nous sommes en train de discuter. Et j'espère que ce genre d'émission, justement, nous permet de mieux véhiculer le message que nous avons envie de donner, que ce soit à nos enfants, que ce soit aux parents, que ce soit aux structures et maintenant qui peuvent nous mettre en place pour réaliser. Alors, monsieur Atroun, par rapport, excusez-moi de vous interrompre comme ça, par rapport aux parents, là vous évoquez les parents parce que ce sont les parents qui accompagnent leurs enfants généralement, si bien sûr ça ne se passe pas dans un établissement scolaire, si c'est l'établissement scolaire, mais généralement quand c'est à l'extérieur, ce sont les parents qui accompagnent les enfants. Ça vous arrive de rencontrer des parents qui eux-mêmes mettent la main à la pâte et eux-mêmes ils veulent créer leur propre tableau? Vous me donnez vraiment la perche pour vous dire que ça devient encore plus intéressant parce que les enfants s'impliquent. Oui. Ils s'impliquent parce que je vous disais tout à l'heure que je réalisais des kits, des kits de 10 planches. Oui. Donc à ce moment-là, ils se mettent immédiatement en
compagnie avec leurs propres enfants pour voir ce qu'il est en train de faire et des fois se mêler. Non, non, c'est pas ce gars-là qu'il faut, pourquoi pas celui-là? Des fois, non, tu aurais pu utiliser celui-là. Et au fait, ça développe d'autres valeurs par la suite, communication entre parents et enfants. Et là, ça devient interactif. Oui, interactif. Et là, ça devient interactif. Voilà, c'est magnifique. En tout cas, Monsieur Atroun, vraiment, ça a été un plaisir de vous avoir parmi nous. Malheureusement, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été parmi nous ce matin. Je vous souhaite une très, très belle continuation. C'est réciproque. J'espère et que bravo pour ce que vous faites. J'espère que le message a été bel et bien transmis. J'espère que les parents, les grands-parents, les petits, les enfants eux-mêmes ont bien apprécié notre discussion et notre message. Et surtout les autorités, s'ils nous écoutent, on aimerait bien partager aussi ça avec eux. Certainement. Merci beaucoup à vous, Monsieur Falid Atroun, d'avoir été parmi nous ce matin. Voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très agréable journée à tous. Vous retrouverez Radio Boul Ma'ali dès demain, Inch'Allah, à partir de 8h. Pour ma part, je vous retrouverai jeudi prochain, Inch'Allah. Excellente semaine à tous. Au revoir. بعد النحاس يعود